Bonjour, bonsoir Kevin. Donc voilà, nous avons notre nouveau président en France. Macron n'est pas mon candidat favori. Marine Le Pen n'était pas ma candidate favorite, mais j'ai dû voter samedi dernier. Les Français en France ont voté le dimanche dernier. Donc on a dû faire un choix entre Marine Le Pen et Macron. Je dirais que j'ai j'ai été déçue. J'ai été déçue. Attends, je vais l'écrire ici. J'ai été déçue par le débat de Marine et Emmanuel. J'ai l'impression que Marine n'avait pas beaucoup d'arguments. Elle attaquait souvent. J'ai vraiment été déçue par sa performance. Et je pense que Emmanuel Macron a confirmé sa victoire avec le débat. Ça a été vraiment quelque chose de, on va dire, de catastrophique pour le Front National. Maintenant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de Français qui, euh, qui ont célébré la victoire de Emmanuel Macron. Donc maintenant, voyons si ce président va faire du bon travail. Il va permettre à la France de devenir plus fort. Voilà, voyons, je croise les doigts. Alors ici, nous avons fait les droits de l'homme. Donc je vais le faire en entier. Où en sont, où en sont les droits de l'homme dans le monde? Donc on a une petite vidéo. On a des journalistes. Dimitris Christopoulos, président de la Fédération internationale des droits de l'homme, répond aux questions des journalistes de l'émission internationale sur la défense des droits humains. Écoutez les journalistes, cliquez sur les phrases qui correspondent aux questions posées. Donc voici la vidéo. Je crois que c'est une audio. Un, Est-ce que les droits de l'homme sont un luxe en temps de crise pour ces pays, par exemple? deux, Vous diriez totalitaire ou autoritaire? trois, Et vous pensez que ces pays que vous pensez menacés par cette dérive, est-ce que vous pensez qu'ils ont été dopés par ce qui vient de se passer outre-Atlantique, l'élection de Donald Trump? quatre, On peut toujours le dire, mais Trump, par exemple, est élu démocratiquement. Ça veut dire qu'il y a un changement des opinions publiques, il y a une montée des populismes, ils ne viennent pas par hasard, ce n'est pas un coup d'État. cinq, Quelle est votre explication de cette fatigue de la démocratie, des droits de l'homme? Voilà. Cette fatigue de la démocratie, des droits de l'homme. You must be joking. Ok, donc ici on a plusieurs questions. Ce n'est pas le débat en entier, ce n'est pas l'interview en entier. Mais question 1, Philippe Dessein demande à Dimitri Christopoulos si pour certains pays, les droits de l'homme ne sont pas une priorité, coûtent trop cher ou sont une très belle idée. un, Est-ce que les droits de l'homme sont un luxe en temps de crise pour ces pays, par exemple? Alors, un luxe, on va dire une très belle idée ou ne sont pas une priorité, on va dire ça hein, peut-être, ne sont pas une priorité. Question 2, Christophe Ayad lui demande de préciser s'il parle d'une dérive. deux, Vous diriez totalitaire ou autoritaire? Voilà, une dérive totalitaire ou autoritaire. Question 3, Sophie Malibourg l'interroge sur l'élection de Trump. trois, Et vous pensez que ces pays que vous pensez menacés par cette dérive, est-ce que vous pensez qu'ils ont été dopés par ce qui vient de se passer outre-Atlantique, l'élection de Donald Trump? Dopé, boosté, ok. Représente-t-elle une menace des États-Unis sur certains pays? A-t-elle une influence négative? Agit-elle positivement? Ok. Et question 4, Philippe Dessein fait une remarque sur l'élection de Trump. Il indique que quatre, On peut toujours le dire, mais Trump, par exemple, est élu démocratiquement. Ça veut dire qu'il y a un changement des opinions publiques, il y a une montée des populismes, ils ne viennent pas par hasard, ce n'est pas un coup d'État.
Voilà. Donc une montée du populisme qui a été faite démocratiquement. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un coup de chance. Euh, c'est en fait l'élection de Trump s'est déroulée normalement ou démocratiquement. Il trouve aussi que l'on assiste partout à une augmentation des populismes. Question 5, Christophe Ayad lui demande une explication sur le fait que les populations 5, Quelle est votre explication de cette fatigue de la démocratie, des droits de l'homme? makes me laugh, de la fatigue de la démocratie, des droits de l'homme. Luttent toujours pour défendre les droits de l'homme, sont de plus attentives ou sont moins intéressées par la lutte pour les droits de l'homme. Donc ici, pour avoir les réponses rapidement, on affiche les solutions. Donc, ne sont pas une priorité, totalitaire ou autoritaire, une influence négative contre les droits de l'homme dans certains pays. L'élection de Trump s'est déroulée normalement, une augmentation des populismes et sont moins intéressés par la lutte pour les droits de l'homme. C'est compréhensible. Alors, le deuxième exercice, cliquez sur suivant, c'est fait, mais c'est très lent. Voilà, ça arrive. Ok, donc ici c'est un peu plus difficile. Je pense que la vidéo est différente, on va voir. Voilà. Ah, je n'ai pas le son. Une petite seconde. On va le regarder. Donc c'est beaucoup plus compliqué, c'est complet, on a l'interview complète, pardon, et ici on va voir un peu, je dois dire que je n'ai pas tout retenu, et on va essayer de voir les solutions, ça sera plus rapide, voilà. Donc ici, les droits de l'homme sont considérés comme superflus, ou alors le synonyme
shallow or superficial or it's a luxury. Un luxe. Ah, j'ai quelque chose qui est tombé de mon bureau. Dans la plupart des pays d'Europe. Donc c'est devenu un luxe dans la plupart, most of the European countries. Le fait de se battre pour les droits de l'homme est considéré comme un discours dépassé. So it's archaic, old school. I don't know, still a believer in human rights. Human rights, including female, women. Okay. Réponse 3. L'élection de Donald Trump a un effet négatif pour la lutte pour les droits de l'homme. Un des messages de Donald Trump est de créer un monde basé sur les transactions économiques. Trump ne se soucie pas de, dit l'état de droit. It sounds a bit weird here. Les États-Unis sont bien une démocratie. We'll see it's gonna stay like that. Mais il demande aussi pourquoi ce changement existe dans la perception des droits de l'homme. Réponse 5. La fatigue de la démocratie comes from, d'un manque de communication entre les élites politiques et le peuple en Occident. I disagree. I think I agree with you when you said, there are priorities in life. If your country doesn't work well, you have to take care of your country first before taking care of what's going on in Africa or some places in Europe or somewhere else. So it's there are priorities in life, and when you feel fine, you can help other people. Taking care of people. No, I'm not a believer in this kind of practice, because you're creating an addiction, a dependency, and people depend on you to save them all the time. I think you need to make them independent, to problem solve, to help them find the solutions for their problems, but not always have somebody to hold their hands. You can, but not all the time. La fatigue de la démocratie donc provient d'un manque de communication entre les élites politiques et le peuple en Occident. On voit se développer un discours nationaliste radical. Quand il parle du peuple, Trump ne tient pas compte. He doesn't really focus on. He doesn't really to count on. It's more like to pay attention to one aspect. Okay? Il ne compte pas. So when he talks about democracy, he doesn't include, in a sense, les homosexuels, les migrants, les réfugiés, les Grecs, etc. En réalité, le mot peuple est utilisé pour diviser les gens. The art of war, divide and conquer. Diviser les gens. Voilà. It's number one concept used in politics and also in business. Alors, suivant, next. Alors ici, on a toujours la même vidéo. Dans cet extrait de l'interview, il est question de pays d'Europe centrale et des États-Unis. Dimitris Christopoulos revient sur la position de ces pays aux droits de l'homme. Dites à quel pays correspondent les informations. Honestly, I don't remember everything. I'm gonna just show you the answers. Alors, la Pologne et la Hongrie sont autoritaires. La Russie et la Turquie sont totalitaires. La Pologne et la Hongrie négligent les droits de l'homme. D'autres pays protègent les droits de l'homme. Les États-Unis, Donald Trump, influencent les autres pays sur la non-importance des droits de l'homme. Les États-Unis, Donald Trump, tiennent un discours populiste. Oui. Ensuite, le dernier exercice. Alors, ils s'appuient souvent sur leurs questions dans ces interventions et ce de différentes manières. Lisez les questions, écoutez le début des réponses, écrivez R quand les mots en gras sont repris et I quand ils sont ignorés, E quand ils sont expliqués. Alors, on va afficher les solutions et on va écouter les
Voilà, on va écouter ça. Les discours selon lesquels les droits de l'homme sont en luxe générale est un discours qui est assez généralisé aujourd'hui en Europe et qui ne concerne pas uniquement l'Hongrie et la Pologne. Voilà donc luxe, hein, c'est repris. Temps de crise, c'est ignoré. Et c'est expliqué pour ces pays. On explique quel pays. 2, vous diriez totalitaire, donc repris. Je dis autoritaire pour la Pologne et l'Hongrie, et je dis totalitaire pour la Russie et la Turquie. Voilà. Numéro 3, et vous pensez que ces pays, expliqués, que vous pensez menacés par cette dérive, expliquée. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été dopés ou boostés, expliqué, par ce qui vient de se passer outre-Atlantique, ignoré? L'élection de Donald Trump, repris. Donc ici. Question rhétorique, je pense. Je pense que Donald Trump vraiment a passé un message à tout le monde qu'on est là. Tout ce discours des droits de l'homme n'a pas grand-chose à faire avec nous. Nous allons créer un monde de transactions. Alors, c'est comme ça que Donald Trump va contaminer les discours des autres pays aussi, qui essayent de défendre un peu la tradition de la protection des droits de l'homme et de l'état de droit. Voilà. Donc, le seul mot est repris, c'est Donald Trump. Le reste est expliqué ou alors ignoré. Numéro 4, on peut toujours le dire, mais Trump, par exemple, est élu démocratiquement. Bon, ça c'est repris. Ça veut dire qu'il y a un changement des opinions publiques, ignoré. Il y a une montée des populismes, repris. Ils ne viennent pas par hasard. Donc ici, attention, c'est une négation qui est incomplète. Ils ne viennent pas par hasard. C'est pas un coup d'État. En fait, on aurait dû dire, ce n'est pas un coup d'État. I hate when journalists speak like that. Non, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Moi, je ne parle pas d'une dictature. Ce n'est pas une dictature, c'est la démocratie. Mais on a toutes les raisons légitimes de se poser la question pourquoi on est devant une telle transition. Oui, ok. Et numéro 5, quelle est votre explication de cette fatigue de la démocratie, des droits de l'homme? Donc repris et ignoré. On a une fatigue de la démocratie parce qu'en fait, d'abord, il y a un grand déficit de communication des élites politiques à l'Occident avec le peuple. Et il y a aussi une instrumentalisation totale du discours populiste, extrémiste, fascisante de ces notions du peuple. Okay, peuple. People. People. I think this is what he said at first. Donc ici, c'est un peu difficile parce que c'est je pense que c'est le niveau avancé. Donc un petit peu plus difficile que d'habitude. On a la transcription, tout est expliqué ici, c'est un peu long. Et on en revient à la transcription sur Skype. Donc les 100 premiers jours de Donald Trump, il y avait beaucoup de journalistes qui avaient parlé des 100 premiers jours de Donald Trump. Je pense que c'est un peu marrant, c'est une perte de temps, une perte d'énergie de critiquer le moindre fait et geste, les moindres mouvements de Donald Trump. Donc je pense que Donald Trump va être attaqué pratiquement tous les jours parce que il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas, surtout chez les célébrités et à la télévision. Un homme d'affaires is a businessman in French, in English, basically. Pratique, practicons. La politique de l'homme fou, donc ça c'est Donald Trump, the politic of the madman. Prendre des précautions is to prevent something, to be careful of something. Être prévisible means to be predictable. To be predictable. Qu'est-ce que tu penses de l'Obamacare? So I have a friend who works in a startup helping people with their healthcare and everything. And so he predicted that even before 2050, the pseudo healthcare system, I say pseudo because I'm French and I compare the American system with the French system. So the pseudo healthcare system in America will collapse, will go bankrupt before 2050 because it's not really sustainable.
Qu'est-ce que tu penses de l'Obamacare? Je pense que c'est important de donner une assurance gratuite aux Américains, aux familles, surtout quand il y a des enfants, de pouvoir aller chez le médecin, de pouvoir prendre des médicaments si c'est nécessaire. Donc, si tu as une entreprise, ça peut coûter cher parce que l'entreprise doit payer l'assurance aux employés. Voilà. En France, c'est la même chose. C'est très très cher, c'est même plus cher. Donc, ce n'est pas facile de répondre à ces questions parce que ça dépend de la position, si tu es chef d'entreprise ou si tu es un employé. Bien sûr que si tu es un employé, tu veux avoir des aides, tu vas avoir une assurance, une assurance de santé. Ce n'est pas facile donc de répondre à cette question. En France, on a la sécurité sociale plus une mutuelle si tu veux avoir des opérations qui sont un petit peu plus compliquées, qui coûtent plus cher, comme par exemple la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique. Si tu veux regarder les actualités en France, je te conseille de regarder RFI, LCI, France 2, France 3. I think TF1 is not really on the same level as Fox, but it's, I don't know, I don't really take them seriously. L'EQ, that was the idea of Marine Le Pen to replace the euro, the currency, with l'EQ. And they were, at the beginning of the first day or the second day after the first part of the elections, Marine and Emmanuel went to Amiens to help, to discuss, to negotiate, either with the employees or with the leaders of Whirlpool's factory. So, à Calais, il y avait un camp de réfugiés qui a disparu. Il a été démantelé. On appelait ça la jungle de Calais. Moi, j'ai pour principe qu'on peut aider les gens, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Moi, j'ai une famille, j'ai qu'un enfant. Si j'accueille tous les immigrants ou les réfugiés dans ma maison, je n'aurai plus assez d'argent pour nourrir tout le monde. Donc, ça va affecter ma famille, même si on se sacrifie. Voilà. Donc, il faut savoir avoir un équilibre, même à ce niveau-là. Il y a des excès partout, des abus partout, même dans la générosité. Ça peut créer des problèmes. Donc, Michel Valls, El Khomri, so Emmanuel Macron is part of the socialist government, François Hollande's government. That was a big fiasco, and that's why I'm surprised to see this guy as a president now. It's like a nightmare. It's like the Twilight Zone, la 4e dimension. So, the human rights in France sont bafoués, they're not respected, even though you think that we have human rights. Believe me, I don't think this concept, this notion of human rights is really understood, even in France. C'est anticonstitutionnel. Ok, anticonstitutionnel. Inconstitutionnel. Donc tous les médias étaient pour Emmanuel Macron. Les médias sont loin d'être impartials. On disait doper, to boost, to dope something, to excite something, to make something bigger and faster, etc. In France, we always say that the United States are like the cops of the world. We say le gendarme du monde ou le policier du monde. Okay? En France, on a beaucoup de problèmes d'emploi. On a 2 types de contrats, le CDD, voilà celui-là, le CDD et le CDI. C'est CDD and CDI. Donc, CDD stands for contrat à durée déterminée. So it can be 6 months or 2 months. Et CDI stands for contrat à durée indéterminée. Les Français sont chouchoutés, with a CHCH. Pampered. Ils sont ignorants de leur propre situation. They are ignorant of their own situation. Jean-Marie Le Pen, c'est le papa de Marine Le Pen, il a une mauvaise réputation, il est agressif, il est impatient, il est très cultivé, très 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 cultivé,
mais il est très agressif. Voilà. Beaucoup de gens ne lui ont pas donné la victoire à plusieurs élections parce qu'il était trop extrême, d'où l'extrême droite. Voilà. Il a dit beaucoup de méchanceté et je crois qu'il avait dit la veille du deuxième tour des élections, il avait dit que sa fille ne serait pas une bonne présidente ou n'était pas préparée pour la présidence. Voilà. Donc c'est pour dire un peu la mentalité du père de Marine Le Pen. Il a dit ça avant le deuxième tour des élections. Voilà. Fainéant, I don't remember what we were talking about, but fainéant, paresseux means lazy. Okay, they mean the same. Maintenant, on va lire un peu de la France contemporaine. Ça, on l'avait lu. On l'avait lu. Et on en arrive, la région et les provinces, on l'avait fait. Moi, ce que j'aimerais faire, ça serait en fait pas forcément parler des différentes régions, mais aller directement, si tu veux, on peut le faire, hein, mais aller directement au chapitre suivant, si j'arrive à le revoir, la Champagne. On a beaucoup de cathédrales, beaucoup d'églises. Hein. Voilà. Et la Corse. Donc la Corse, c'est un peu le côté indépendant. Si tu veux, je le lis parce que c'est vraiment intéressant. Donc c'est une île qui se situe dans la Méditerranée, à 200 km de Nice, mais bien plus près de l'Italie. La Corse était une province italienne jusqu'au XVIIIe siècle, puis elle a été cédée à la France. La langue régionale, le corse, est un dialecte de l'italien. À cause de ses beaux paysages et de ses belles plages, on l'appelle Isola Bella en Corse, ou île de beauté. Le tourisme est une activité très importante car la Corse est considérée comme une extension de la Côte d'Azur, plus éloignée. Il n'y a aucune activité industrielle, mais il y a des plages, des montagnes, des ports de plaisance qui attirent les estivants. La capitale de la province est Ajaccio, ville natale de Napoléon Bonaparte. Comme la Bretagne et le Pays basque, la Corse est caractérisée par sa pauvreté. La relative importance de la religion catholique, comme en Italie, et un mouvement autonomiste important. Il y a souvent en Corse des actes terroristes contre l'État français. La Corse a tant revendiqué son unicité qu'elle a obtenu un statut administratif particulier. They really fought for a long time for their independence, still belonging to France, but to have their independence, administrative independence. So, well, they got it. Et la page suivante, auquel le statut des départements a été accordé en 1946. Deux d'entre eux se trouvent près de l'Amérique du Nord. I think I skipped something here. La Corse. Je vais essayer de le faire manuellement. Voilà. Non. That's it. That's just one paragraph. Otherwise, we're going somewhere else. Okay? So, la Corse, c'est très... Les Corses ont une mentalité beaucoup plus puissante que la mentalité française. Et ils ont des fromages un peu plus particuliers, ils ont une nourriture, une cuisine différente aussi, le dialecte différent. Et puis, la mentalité est différente. Voilà, beaucoup plus forte. Ensuite... Donc, moi, ce que j'aurais voulu faire, bon, là, on a parlé un peu de la Corse, on pourra en parler la prochaine fois, mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire le chapitre suivant, les langues de la France, les langues régionales. Donc, il y a plusieurs dialectes, très importants. Donc, ça, je le ferai. Donc, ici, par exemple, la Corse, il y a un dialecte de l'italien, ok. Dans l'occitan, ok, on a l'occitan qui n'est pas un dialecte, mais il y a beaucoup de gens qui parlent un français qui est différent du français normal. Voilà, donc tu peux entendre si tu vas par exemple à Toulouse ou si tu vas dans le nord de la France, tu peux entendre les Français
parler un peu différemment. Voilà. Si tu vas à Paris, donc tu pourras comprendre les gens parler, mais il faut faire attention parce que les dialectes peuvent être différents. D'accord? On fera ça la prochaine fois. Et puis concernant la grammaire, ici, il faut revoir un petit peu la page 200 du PDF ou la page 198 qui parle du temps, l'origine et la durée. Okay? Je suis arrivée en France il y a 2 ans, so 2 years ago. Je partirai dans 6 mois. I will leave in 6 months. Je connais Max depuis 1999, so I know Max since 1999. J'ai travaillé avec lui pendant 1 an, so I worked with him for a year. So pendant, it's like during, but it's a duration, so we're going to say for. Donc l'origine et la durée, il y a moment du passé, il est arrivé il y a 6 mois. Le film a commencé il y a 1 heure. Dans le moment du futur, je partirai dans 2 heures. Le film finira dans 1 heure. Donc c'est un peu l'élément du futur. Ça, c'est l'élément du passé, il y a 6 mois. Okay. Depuis, qui continue de l'origine jusqu'au présent, donc ça affecte le présent. J'étudie le français depuis 3 ans. Je vis à Rome depuis 2 ans. Donc ça affecte encore le présent. En début de phrase, on dira il y a que, ça fait que. Ok, ça on l'a vu. Hein. Et ça, parce qu'on le revoit, c'est très important. Une durée prévue pour, pendant, une durée finie. Okay, pendant 8 jours, j'ai dormi pendant 10 heures. Et en, c'est le temps nécessaire pour faire quelque chose. En 10 minutes, en 2 jours. Okay. Donc ça, on l'avait fait. On peut faire aussi la chronologie par rapport au présent, avant-hier, hier, aujourd'hui, demain, après-demain. Donc avant-hier, the day before yesterday, yesterday, today, tomorrow, the day after tomorrow. Matin, après-midi, soir, donc avant-hier matin, hier matin, aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, un après-midi, ce soir, demain matin, demain après-midi, demain soir, après-demain matin, après-demain midi, après-demain soir. La semaine d'avant, so the week before, so we have, so cette semaine, this week, la semaine dernière, last week, et la semaine d'avant est the week before last week. La semaine prochaine, next week, la semaine d'après, the week after next week. Le mois d'avant, le mois dernier, ce mois-ci, le mois prochain, le mois d'après. L'année d'avant, l'année dernière, cette année, l'année prochaine, l'année d'après. Okay. Par rapport au passé ou au futur, 2 jours avant, la veille, ce jour-là, etc. Le lendemain, 2 jours après. 2 semaines après, 2 semaines avant, 2 semaines après. 2 mois avant, 2 mois après. Le mois d'après, la semaine d'après, attention à celui-là. 2 ans avant, l'année d'avant. Et 2 ans après, l'année d'après. Okay. En langage formel et à l'écrit, on utilise donc précédent, précédente, de préférence à d'avant. Donc c'est langage formel, précédent. Suivant, suivante, de préférence à d'après. Plus tôt, de préférence à avant. Et plus tard, de préférence à après. Okay. Mais ce n'est pas très important parce que à Paris, tu peux parler plus avec des gens qui utilisent un français plus formel, plus correct. Et en province, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas très bien parler. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette distinction des Parisiens avec les provinciaux, parce que les Parisiens ont accès à beaucoup plus de choses que les provinciaux et ils ont généralement un meilleur français. Bon, ça dépend où on est, hein. Je ne parle pas des banlieues. Voilà, Monsieur Kevin, voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. Je t'ai ajouté en fait une partie en grammaire. Je te vois donc, je pense, vendredi à 4 heures. Et puis, fais-moi savoir si tu voudrais parler d'un sujet en particulier. Tu passes une très bonne semaine et on se voit vendredi. À très bientôt.